n'importe quel épisode de MasterChef en Angleterre fait plus d'audience que la finale d'Angleterre de football. La raison est simple, les femmes ne regardent pas ou peu le foot. Par contre, les compétitions de cuisine intéressent tout le monde de 7 à 77 ans. Vous êtes les bienvenus dans le podcast des Amis de la Fête de la Gastronomie. Ce podcast est le seul dédié à la Fête de la Gastronomie. Vous y trouverez des interviews des personnes passionnées par leur métier, le partage et la transmission. Je suis Claude Carin. Vous êtes dans l'épisode 14. Le thème est « Quand la cuisine devient un sport ». Mesdames, Messieurs, chers amis de la Fête de la Gastronomie, bonjour. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'un peu extraordinaire. Oui, quand même. Hein. Il est créateur de France Chef TV, il est journaliste gastronomique, il est écrivain, il est producteur d'émissions télé, producteur d'événements. Je reçois Monsieur Olivier Viatour. Bonjour, Monsieur Olivier Viatour. Bonjour, Monsieur Carin. Bon, je suis content que c'est une interview audio parce que vous commencez déjà par me faire rougir. Mais non. Alors, ma toute première question, Monsieur Viatour, qui êtes-vous ? Alors, bon, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre simplement. Je suis tout d'abord un véritable gourmand, amoureux de gastronomie, tombé dans le métier il y a maintenant une quinzaine d'années, un peu par hasard, parce que j'étais informaticien au départ et puis spécialisé dans l'audiovisuel sur Internet. Et on a eu l'idée de commencer avec une web TV, une des premières du genre, sur la gastronomie française, dédiée aux grands chefs, a fortiori avec le temps principalement étoilé. C'est le système qui veut ça. Et puis après, comme vous le dites, journaliste, on a fait des bouquins, des livres et on a créé une émission de télé, d'abord aux États-Unis et puis en Europe et en Chine où ça a eu le plus de succès. Et de ça, on a en préparation un très gros événement médiatique culinaire international. On a fait en version pilote en Belgique l'année passée, c'était le championnat de Belgique de gastronomie. Ce qui m'intéresse justement, Monsieur Viatour, c'est ce lien entre votre formation d'informaticien, votre pratique d'informaticien, la cuisine et l'idée d'avoir mis en place ces événements avec les grands chefs. Quelle a été votre réflexion pour en arriver là ? Alors, bon, là, c'est un grand écart intellectuel qui s'étale sur de nombreuses années. Le point de départ, c'est que, on faisait de l'audiovisuel sur Internet. Ça prenait la forme de vidéoconférences, comme on est en train de le faire là maintenant. Par la suite, de séminaires en direct interactif avec des PowerPoint à piloter où les conférenciers, tous en costard-cravate, raconter des choses qui nous intéressaient pas les masses en fin de compte, mais bon voilà, on avait un créneau là-dedans et on avait envie d'utiliser cette technologie pour faire une des premières, ça n'existait pas encore, une web TV. Et alors, on a eu l'occasion de filmer plein de contenus, des spectacles, et un jour, un chef nous a demandé de filmer une recette, de la mettre sur son site. Et on a passé un très bon moment avec le chef. On s'est dit, mais tiens, que nous voilà un contenu passionnant, grand public, international, et on a eu l'idée de créer France Chef TV à ce moment-là. Et puis alors, bon, quand on a lancé la Web TV, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas encore de modèle économique pour l'audiovisuel à l'époque. Et donc, pour financer la production, on a eu l'idée de faire un premier livre qui s'appelait « Cuisiner les étoiles », où toutes les recettes qui étaient dans le livre étaient aussi sur Internet en vidéo. Ça, c'est la nouveauté à l'époque. Ouais. Et ça permettait au lecteur, qui était un petit peu peut-être perdu par de la terminologie gastronomique, d'avoir un filet de sécurité en se disant, si je ne comprends pas la recette, je vais pouvoir aller la voir un petit peu en mode bon appétit, bien sûr, comme à l'époque de Joël Robuchon, depuis le panier du marché jusqu'au dressage de l'assiette. Et donc, le livre a eu un tel succès qu'on a sorti plusieurs tomes. Après, on s'est dit,
bon, en tant qu'informaticien, on a découvert que le papier n'était pas encore mort. Et donc là, on a créé un magazine sur le même modèle, d'abord en France. Et puis en 2010, on a décidé de faire une édition spéciale New York. Et en envoyant des copies à Barnes Noble, donc le premier libraire américain, donc plus ou moins la Fnac comme on la connaît en France, eh bien, ils étaient intéressés de distribuer le titre. Et donc, ce numéro spécial New York, on l'a sorti en version bilingue. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'étendre aux États-Unis. Et alors, en préparant le lancement du magazine à New York, on a eu l'idée de faire une promotion gastronomique au Sofitel de Manhattan. Et on est venu avec un chef étoilé bourguignon, Laurent Peugeot. Et c'est là que les Américains nous ont donné l'idée d'organiser une compétition entre un chef new-yorkais et le chef français qui était en visite à New York. Et de cette idée de compétition de chefs, qui au départ était juste un événement pour la presse, on s'est dit, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité? Parce que 2010, c'était l'année où Top Chef et Master Chef arrivaient en prime time en France. Et nous, c'est vrai que, étant donné que ça faisait déjà de nombreuses années qu'on dédiait notre carrière à la haute gastronomie et aux plus grands chefs, on a été un peu frustrés de voir des ménagères et des commis de cuisine à une heure de grande écoute. On s'est dit, c'est pas possible, on est en France, à une heure de prime time, il doit y avoir une place pour les pilotes de F1. Et donc, de cette idée de compétition France-États-Unis, on a fait un pilote d'émission télé, France Chef America, où le pitch, c'est évidemment les États-Unis qui défient la France en cuisine. Tout va bien, la France a gagné. Et donc, on a présenté ce pilote à Cannes l'année d'après, au Festival des programmes. Et là, on a obtenu une diffusion en Belgique, d'où je suis originaire, petit pays, que tout le monde connaît. Et là, on a eu un super succès parce qu'on a battu Harry Potter sur TF1 au premier soir de diffusion, quoi. Et donc, grâce à ce succès, l'année d'après, on a décroché un contrat en Chine où là, on a fait 2 saisons sur CCTV, qui est la plus grosse chaîne de Chine. Bon, voilà, tout s'est super bien passé et le programme a fait 13 saisons là-bas, quoi. Et donc, nous, en fait, depuis le premier jour, on a une obsession en tête, c'est que au travers de tous les médias qu'on produit, c'est de, quelque part, créer un star system médiatique pour les chefs, en fin de compte, quoi. Et au travers de ces compétitions de chefs étoilés télévisés, on a tout simplement découvert enfin le moyen le plus pertinent pour mettre ça en place, tout simplement parce que n'importe quel épisode de MasterChef en Angleterre fait plus d'audience que la finale d'Angleterre de football. La raison est simple, les femmes ne regardent pas ou peu le foot. Par contre, les compétitions de cuisine intéressent tout le monde de 7 à 77 ans, quoi. Ouais. Qui plus est, le foot, entre guillemets, gros guillemets, parce qu'on est européen, donc culturellement, chez nous, ça pèse très lourd, n'est joué que par 40% de la population mondiale. Ouais. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud. En Inde, c'est le cricket. Aux États-Unis, ils ont l'heure. Au Japon, c'est le baseball. En Chine, pas vraiment. Ils ont le sport national, c'est le ping-pong, mais il n'est même pas télévisé, on va dire. Ouais. Donc, on va dire par rapport au spectre de diffusion des compétitions de cuisine qui s'étend de Tokyo jusqu'à San Francisco, il y a potentiellement, vraiment un coup à jouer, on va dire, quoi. Donc, dans l'idée de ces compétitions de cuisine, la finalité, c'est évidemment un championnat international, au même titre que des Jeux Olympiques. C'est pas une idée de moi, hein. Le Bocuse d'Or, on appelle ça les Olympiques de la cuisine, ou de la Coupe du Monde de foot. C'est vraiment que la cuisine devienne un sport, en fin de compte, quoi. Et si on arrive, cette formule. Voilà. Si on arrive à accomplir ce pari, eh bien, peut-être que la gastronomie va devenir un des, sinon le premier contenu médiatique global. Alors, vous me dites si je me trompe, il me semble qu'en France, on n'est pas vraiment, parmi les chefs français, on n'est pas vraiment dans cette optique-là. Ce que vous avez fait en Chine, aux États-Unis, en Belgique et dans d'autres endroits dont vous me parliez, en ce qui me concerne, je n'ai jamais vu ces grandes compétitions de chefs en France. Oui et non. En fin de compte,
Sur le plan télévisuel, heureusement pour nous, ça n'a pas encore été fait, ce qui nous donne... Voilà. Non, mais c'est ce que je voulais que vous me Voilà. disiez. Alors, d'après vous, quelles sont les raisons pour lesquelles ça ne se produit pas encore en France? Voilà. Ben, en fait, comme je m'apprêtais à dire ici, c'est que la plus grande compétition de cuisine au jour d'aujourd'hui, c'est le Bocuse d'Or, enfin du moins la plus réputée, parce que des compétitions de cuisine, il en existe, je vais dire, dans tous les pays du monde, presque, j'ai envie de dire. La raison, elle est très simple, c'est que, pour reprendre le cas du Bocuse d'Or, il n'a pas été créé pour être diffusé. Les Absolument. règles ont été créées par des cuisiniers pour des cuisiniers. Et si on va là avec des caméras, il n'y a pas grand-chose à regarder en fin de compte. Ça dure plusieurs jours, ça nécessite une année de préparation. Les règles du jeu n'ont pas été faites pour que ce soit divertissant pour un téléspectateur en fin de compte, quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu apporter, c'est de créer des règles du jeu adaptées à des brigades de grands chefs pour que tout ça rentre dans un timing télévisuel en fin de compte. Mais est-ce que, par exemple, vous avez dans vos projets de répliquer ce que vous avez fait, de le répliquer en France? Alors, donc nous, l'idée au tout départ, c'était de faire des matchs d'exhibition du reste du monde face à la France, on va dire, pour commencer. Ensuite, d'essayer de générer des championnats nationaux et le rêve final était un championnat international. Après, on s'est vite rendu compte que du rêve à la réalité, il y avait un pas, c'est-à-dire que chaque chaîne de télé voyait un petit peu son marché à sa guise. Et donc, pour reprendre l'exemple des Chinois, c'est que pour eux, c'était une telle nouveauté d'avoir des étrangers dans leur poste de télé qu'ils se sont dit non, un championnat national de Chine, ça nous intéresse moins et on préfère faire la Chine contre le reste du monde. Je dis ok, d'accord, mais à ce rythme-là, notre championnat international, on ne l'aura jamais. Donc finalement, on a décidé d'inverser notre stratégie et donc là maintenant, on va faire naître le championnat international et une fois qu'il existera, on fera naître des championnats continentaux et nationaux enfin. Et alors, par exemple, lorsque vous mettez en place ces rencontres, ces battles, comme on dit, dans les pays, qui sont vos interlocuteurs? Avec qui est-ce que vous mettez tout ça en place? Mais donc, il y a la toute première étape, c'est de choisir un lieu. Une fois que vous avez choisi le lieu, c'est de définir la date. Une fois que vous avez ces deux éléments-là, il faut faire le casting des équipes. Et puis, à partir de là, vous pouvez rechercher des sponsors et discuter éventuellement avec des diffuseurs. Alors, si c'est du différé, ils vont vouloir voir le produit fini. Et si c'est du direct, alors là, ça dépend des négociations, tout en sachant que pour une première, décrocher un canal en direct sur une chaîne, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que la Belgian Cup of Cuisine a été diffusée exclusivement online, ce qui nous a pas empêché de faire une audience quasi télévisuelle. Hein, pour vous donner un ordre de grandeur, quand on a battu Harry Potter sur TF1, on avait 300 000 téléspectateurs en Belgique francophone. Ici, pour la Belgian Cup of Cuisine, on est monté à 200 000 spectateurs, on va les appeler comme ça, mais qui n'étaient pas sur leur poste de télé, quoi. Donc, vous êtes en pourparlers sur la France ou pas? Alors, ici, ce qui se passe, c'est qu'avant le championnat international qui aura lieu à Bruxelles, là où on a fait la Belgian Cup, on est en train de préparer un match d'exhibition entre la Chine et les États-Unis sur New York. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de discussion avec la France parce que ça ne fait pas partie des étapes proches au calendrier. D'accord, d'accord. Mais comment vous les sentez, les chefs français? Bon, à part le chef dont vous parliez au début, avec qui vous aviez fait la démonstration à New York, est-ce que vous avez des contacts avec les chefs français? Comment ça? On a fait venir 25 brigades de chefs étoilés en Chine, tous de France principalement, il y a quelques Belges. Donc, on les sent chauds, on va dire ça comme ça. Ouais, bon, parce que je navigue un peu dans ce monde-là, et bon, avant que l'on se connaisse, je n'avais jamais entendu parler de ces rencontres, de ces défis entre les nations comme vous le faites. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question. Pour être clair,
En France, globalement, on ne connaît pas. Donc c'est pour ça que je me demandais comment est-ce que vous sentez les chefs, parce que bon, je côtoie un certain nombre de chefs plutôt connus, et bon, alors ce ne sont pas des sujets que l'on aborde forcément, mais on les voit beaucoup, comme vous dites, au Bocuse d'Or, et ils font tous chacun des défis entre eux, c'est vrai. Mais tel que vous les proposez, bon, on n'a jamais vu, donc ça devrait se faire, j'imagine, hein, dans les temps futurs. Non, ben, c'est en préparation, oui. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en France, on n'en entendra pas parler avant le championnat international. Ouais, ouais. Oui, et comme vous le disiez, j'imagine que pour avoir, il faut que vous vendiez cette affaire à une chaîne de télé. Non, non, absolument pas. Ici, Non. en France, on n'y compte pas, tout simplement. D'accord. Donc là, en France, on va passer exclusivement par les médias sociaux. Il n'est pas dit qu'une chaîne de télé nous contacte pour racheter les droits, mais en tout cas, on ne les contactera même pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut s'en passer. Et voilà. Après, je veux dire exactement. Mhm. Pas de boule de cristal, mais en tout cas, on pourra se passer des chaînes de télé, ouais, c'est sûr. Ouais, d'accord. Donc, ce sera diffusion sur votre site, sur France Chef TV ou à travers les réseaux sociaux. Exclusivement réseaux sociaux, Ah, exclusivement réseaux sociaux. ouais. Exclusivement Facebook, même. Ah, d'accord, d'accord, ok. Et dans ce cas-là, par rapport à Facebook, par exemple, est-ce que vous avez des droits à payer par rapport à Facebook ou Donc, comment vous ça se devez passe? autoriser le contenu, quoi. Donc oui, ça coûte une fortune. Ah ouais, ah ouais, ouais, d'accord. C'est ce qui coûte le plus cher. France Chef TV, bon, j'allais régulièrement, je voyais les recettes, d'ailleurs les recettes que l'on retrouve dans votre guide dont vous me parliez tout à l'heure. Et alors donc, vous avez un peu modifié, aujourd'hui France Chef TV, il y a la bande-annonce qui est très bien faite, là. Mais bon, il y a la bande-annonce, bon, il n'y a pas il n'y a pas de contenu pour le moment. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le site Internet tel qu'on l'avait créé en 2004 et qu'on a exploité jusqu'en 2012 était là pour servir de complément aux éditions papier. Mais au jour d'aujourd'hui, toutes nos éditions papier ne renvoient plus vers un site Internet pour la bonne et simple raison que si vous voulez revoir si vous voulez voir la recette en vidéo, pardon, ben, vous avez juste besoin d'un mobile qui va lire le QR code de la recette en fin de compte, quoi. Donc, on Ah n'utilise oui, plus de site web parce que ça ne sert plus à rien. ouais. Oui, oui, d'accord, je comprends. Il y a d'ailleurs un certain nombre de bouquins de cuisine qui sont faits avec le QR code, justement, je pense à Thierry Marx qui a fait un bouquin qui s'appelle Bon, où il y a le QR code et on va voir effectivement la recette. Très bon, très bon moment. Donc ça, c'est vraiment l'alliance entre les nouvelles technologies et la cuisine qui est vieille comme le monde. J'aime, Comme depuis 15 ans. C'est mon petit côté informaticien, on va dire ça comme ça. ouais. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant justement, parce qu'on parlait de nouvelles technologies, j'aimerais que l'on parle de cette création que vous avez faite par rapport aux crypto-monnaies en lien avec la cuisine. Vous voulez nous développer cette chose-là, s'il vous Ah plaît? ben, bien sûr, avec plaisir. En fin de compte, encore une fois, c'est un coup du sort parce que depuis que je suis revenu de Chine et que je travaille sur ce championnat international, la clé de ce projet, c'est dire le nerf de la guerre, c'est évidemment les levées de fonds de la préparation du budget parce que ça coûte plusieurs millions d'euros. Et donc là, j'ai évidemment beaucoup bourlingué pour sortir un projet pareil de terre, parce qu'il est vraiment unique et il faut trouver les partenaires adéquats. Ben, au départ, je me suis évidemment tourné vers les chaînes de télé, mais on a eu des propositions de beaucoup de grands groupes, anglo-saxons principalement, mais aussi Canal+ en France. On n'est jamais tombé d'accord parce qu'il faut leur abandonner le bébé et ça, Oui, on ouais. dit que ce n'est pas, dans mes projets. Et alors, au milieu de tout ça, j'avais rencontré en 2014, donc ça remonte un petit peu, un informaticien spécialisé à l'époque en levée de fonds en devises numériques. Je ne sais
toujours pas comment il faisait à l'époque parce qu'il n'y avait que le Bitcoin, mais toujours est-il que il se destinait au crowdfunding en devises numériques. Ouais. Allez, bon, on lui a expliqué le projet, il a adoré notre projet, mais les budgets dont on avait besoin étaient bien au-delà de leur capacité de financement. Donc, l'idée était restée dans un coin de sa tête, mais sans plus. Toujours est-il qu'il nous a tenus au courant de l'évolution de toutes ces technologies, de la première ICO d'Ethereum en 2015. Et puis en 2017, il est revenu vers moi en disant là, il est vraiment en train de se passer quelque chose. Regarde les chiffres, mais je pense qu'il faut se pencher sur le problème. Donc c'est là que j'ai découvert le boom des ICO, avec certaines qui passaient les 100 millions d'euros de levée de fonds. Et là je me suis dit bon, allez, on va un petit peu se pencher sur la question. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu en Suisse, dans le berceau du secteur, à Zug, voilà. Alors, on fait un petit peu tous les protagonistes, les brokers, les cabinets juridiques, et puis tout le monde qui gravite autour. Et puis bon, une fois que j'ai finalement compris ce qu'il fallait faire, je me suis dit bon, ok, ça va aller, on va se lancer. Et en mettant les mains dans le cambouis, hein, pour le dire rapidement, je me suis rendu compte que on avait une opportunité qui était importante, peut-être même plus importante que ce championnat. Je sais que ça paraît un peu fou parce qu'il faut imaginer qu'on est dans l'internet de 94. En train de vous expliquer qu'il y a un truc qui vient de sortir, qu'on utilise avec des ordinateurs, qui va d'abord remplacer les fax et puis qui, dans un second temps, va changer la planète. Mais c'est difficile à imaginer aussi. Et ce qui va se passer ici avec les crypto-devises est du même ordre. Maintenant, il y a un paquet de sceptiques pour en douter, mais je pense que la 4e révolution industrielle est embarquée. Alors nous, c'est très simple. C'est que la toute première industrie au monde à utiliser l'argent liquide et les cartes de paiement, eh bien, c'est l'alimentation. Voilà. Il faut savoir qu'elle pèse plus ou moins sur les 80 000 milliards de PNB mondial, 15%, qu'on a à 12 000 milliards. Il y a 3 000 milliards qui est destiné à la restauration et 9 000 milliards qui est destiné au commerce de détail. Et alors, bon, ok, ça c'est bien parce que si les devises numériques sont appelées à remplacer des moyens de paiement, dans un premier temps, ça va être l'argent liquide et les cartes de paiement. Et dans un troisième temps, ce sera les virements bancaires. Mais ça, je pense que ça risque de prendre 15, 20, si pas 30 ans, un petit peu comme le fait qu'on ait parié il y a 15 ans d'ici sur la chute de la télévision et que ça commence seulement à se produire maintenant 15 ans plus tard. Enfin. Et donc, après, il y a un deuxième fait historique qui est notable et intéressant, c'est que la toute première carte de paiement, pour ceux qui s'en souviennent, et je suis sûr que vous en faites partie, c'était une carte de paiement qui était destinée à la restauration et qui s'appelait la Diners Club. Voilà. Et c'est comme ça que les cartes de paiement sont nées, en fin de compte. Tout ça pour dire que le secteur de la restauration est une bonne industrie pour développer un nouveau moyen de paiement. Une des raisons, c'est que, étant donné qu'on est appelé à manger 3 fois par jour, eh bien, l'industrie a un taux de rotation beaucoup plus important que d'autres, à savoir que vous allez changer de domicile après quelques années, si pas plus, si vous achetez. Enfin. Donc, au-delà de l'alimentation, évidemment l'immobilier, qui est le premier secteur de l'économie, mais vous allez payer par virement, que ce soit pour bail ou pour un achat d'immeuble. Enfin. Et donc, ici, ce qui se passe, c'est que ces cartes de paiement sont nées, je pense, à la fin des années 70, pour faciliter la comptabilité, principalement des indépendants qui avaient envie de centraliser toutes leurs dépenses de restaurant sur une feuille communiquée mensuellement à leur comptable. Puis c'est devenu ce que c'est devenu. Mais par contre, ces cartes de paiement ont un désavantage, c'est qu'ils pèsent très lourdement sur la restauration, parce que d'une part, il y a des frais, et puis en plus, les restaurateurs continuent de préférer l'argent liquide pour les raisons qu'on connaît. Et donc ici, dans le cas présent, les devises numériques, pour ne pas les citer, on va parler du Bitcoin, qui est la plus connue, a une définition commune dans l'usage, c'est que c'est considéré comme du cash digital. Ouais.
Vous pouvez acheter ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez acheter des substances récréatives, voire toute une série d'autres choses encore moins catholiques, Oui. tout simplement parce qu'on ne connaît pas les utilisateurs. Enfin, et donc, comme on vient de le dire, les restaurateurs, en tout cas, préfèrent l'argent liquide. Donc, je pense qu'il y a une opportunité ici avec la nôtre qui va être dédiée au secteur, mais qui va être adaptée bien plus que du Bitcoin, tout simplement parce que si au jour d'aujourd'hui, vous passez la porte dans un restaurant et que le chef vous dit, bah voilà, vous pouvez me payer en Bitcoin, et que vous n'en avez pas encore, et que vous ne savez pas comment ça marche, et ben là, vous allez passer un quart d'heure assez compliqué à essayer de les acquérir avec votre carte de crédit, votre téléphone et de les transférer. Ça risque de vous prendre tout le repas, c'est l'horreur. C'est pas du tout user-friendly, comme disent les Américains. C'est très compliqué d'utiliser. C'est ça qu'on va vouloir faciliter pour que les cryptos soient plus usités en restauration. Est-ce que vous voulez nous expliquer enfin, non pas toute la machinerie, mais donc l'utilisation, parce que j'ai bien vu que, bon, j'ai un petit peu regardé, j'ai un peu compris. Effectivement, on prend l'exemple du restaurateur, on va chez le restaurateur, on paye avec Tablecoin, mais donc ça veut dire qu'il y a une cotation. Alors, donc oui, les devises numériques, comme les autres devises, sont cotées sur des marchés. Et en fonction de l'offre et de la demande, bah, elles vont augmenter ou diminuer enfin, en termes de valeur. Par contre, la très grande différence entre une devise numérique comme le Bitcoin et l'euro ou le dollar, c'est que les devises numériques sont émises en tirage limité. Oui. Alors, pour faire très simple, parce que ça, c'est la partie un petit peu plus complexe du sujet. Ouais. Ouais. Au début des années 80, il y avait 1500 milliards de dollars en circulation sur le marché mondial. Aujourd'hui, il y en a 15 000, 10 fois plus. Tout simplement parce que la planche à billets de la Réserve fédérale tourne chaque année, d'une part pour juguler le taux d'inflation et toujours un petit peu plus pour dévaloriser les monnaies. Et c'est la raison pour laquelle vous payez votre pain à 2 euros aujourd'hui alors qu'il vous coûtait 1 euro il y a 10 ans d'ici. Enfin. Et étant donné que les devises numériques sont en tirage limité et qu'on ne peut pas en rajouter davantage, ça c'est garanti par les technologies qui sont derrière ces devises, sans rentrer dans le détail. Oui. Il y a 21 millions de bitcoins, il n'y en aura jamais 22 et il n'y en aura jamais 20. Ce qui veut dire que plus on les utilise, plus la valeur monte en fin de compte. Donc, le Bitcoin va toujours monter au fur et à mesure des années, alors que l'euro, lui, ou le dollar vont toujours descendre, thématiquement. En fin de compte. Et donc, d'un côté, on a une monnaie qui vous fait gagner de l'argent, et de l'autre côté, on a une monnaie qui vous en fait perdre. Alors aujourd'hui, étant donné que le Bitcoin est encore un tout petit bébé, eh bien, quand il monte et qu'il descend, les fluctuations sont importantes. On a connu à 20 000, il est redescendu à 3 000 et des. On le revoit maintenant au-delà de 10 000. Donc, à utiliser tous les jours, ça fait encore un petit peu peur. Le restaurateur ne va pas pouvoir risquer 20% de sa recette sur une semaine. Mais par contre, à plus long terme, une fois que les courbes seront un peu plus avancées, vous serez toujours gagnant. C'est l'avantage de cette devise-là. Donc vous avez mis un calendrier en place justement pour toutes ces étapes, fabrication de l'application smartphone, pour pouvoir régler. Où en êtes-vous de votre calendrier ? Alors, donc ici, on vient de publier la toute première version de l'application uniquement sur iPhone, qui est toujours dans sa phase de test, parce qu'elle fonctionnait en développement, puis maintenant qu'on l'a publiée sur l'App Store d'Apple et que… elle est publiée sur l'App Store ? Ah, ça, c'est tout récent, ça fait quelques jours en fait. Donc, bon, d'accord, vous me rassurez. Oui, on n'en parle pas trop parce que maintenant notre entourage l'a téléchargé. Eh bien, on a eu plein de retours, il y a des bugs. Oui, non, mais c'est normal. Voilà, c'est normal. Bon, donc, vous communiquerez quand ça sera à peu près stabilisé. Bon, alors, il va y avoir plusieurs étapes parce que l'application va être dédiée à la restauration. Donc, outre le fait que vous allez pouvoir
payer en restaurant grâce au stablecoin, dans le but d'amener des clients supplémentaires. Il y a tout un système j'allais dire rating parce que de cotation, voilà, pardon, de cotation de plats qui va à terme faire un peu l'office d'un TripAdvisor, mais au lieu de coter le restaurant, on va coter le plat dans le but de générer de la clientèle additionnelle. Donc, il y a plusieurs étapes. D'une part, la cotation de plats qu'on va évidemment aussi utiliser dans nos compétitions. Donc, les juges vont utiliser cette application pour coter les plats des équipes qui concourent. Et puis après, vous allez pouvoir transférer des stablecoins d'une application à une autre pour que le paiement se fasse avec un QR code, comme ça se fait déjà dans d'autres applications. Oui, sur Lydia, par exemple. Ouais. Voilà. Et alors, la dernière étape, c'est évidemment de pouvoir les acheter avec votre carte de crédit de façon tout à fait transparente, comme avec une application PayPal. Et puis surtout, le plus important, c'est une fois que vous les avez acquis, de pouvoir les revendre pour récupérer les euros et avoir ça sur votre compte en banque pour payer votre personnel et vos fournisseurs. Et donc, pour cette dernière étape, il faut évidemment que le coin soit coté sur les marchés, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc, ça, c'est prévu à l'horizon 2020. Par rapport aux restaurateurs, j'imagine que vous allez avoir une démarche marketing pour leur faire connaître cette possibilité. Ils auront un panonceau comme la carte bleue, dire j'accepte le stablecoin. Voilà, exactement. Donc, en termes d'outils médiatiques, on va évidemment utiliser nos championnats qui intéressent avant tout le secteur pour faire connaître la devise. Après, sur le plan de l'utilisation, là, évidemment, on va avoir des services téléphoniques qui vont être en contact direct avec les restaurants pour leur expliquer le fonctionnement et puis alors aussi leur fournir, comme vous venez de le dire, des petits cartons, des petits chevalets en plastique à mettre sur les tables pour informer le client qu'ils peuvent payer en devise numérique. Ouais. Alors, ça me met justement une réflexion. Comme on le disait tout à l'heure avant de commencer, je lisais un sondage qui a été fait par le journal Les Échos. 8 Français sur 10 estiment que les crypto-monnaies sont un effet de mode. En fait, oui et non. C'est à la mode pour l'instant parce que tout le monde en parle. Donc le Bitcoin a été, je crois, le tout premier mot-clé recherché sur Google à l'époque où il était à 20 000 $. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des raisons pour lesquelles ces monnaies sont si volatiles, c'est qu'étant donné qu'elles sont en tirage limité, comme n'importe quelle chose rare, on va dire, sur la planète, dès qu'elles sont sous le feu des projecteurs, elles montent ou elles descendent, en fin de compte. Donc, pour l'instant, on en parle beaucoup parce qu'on est en train de se rendre compte que c'est la 4e révolution industrielle, que ça va changer tout le système économique mondial et que les États n'ont pas ou peu de pouvoir contre ces technologies. Mais entre l'effet de mode de l'Internet, de la bulle de 2000, on va dire, son explosion, et puis quand on a vu ce qui est arrivé après, oui, elles ont été à la mode. À un moment donné, elles n'ont plus du tout été à la mode, mais c'est pas pour ça que l'effet a été nul sur le secteur. Enfin, oui. Elles sont à la mode, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître. Ça, ce serait vraiment se tromper. Oui, ça me fait penser à une réflexion qui a été reprise par Idriss Aberkan. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. C'est un sociologue qui dit quand on a un projet, ça passe par 3 phases. Ça fait rigoler, la première phase. Deuxième phase, on commence à avoir peur. Et la troisième phase, c'est évident. Alors le grand argument, c'est le vote des femmes. Quand on a commencé à parler du vote des femmes, ça fait rigoler tout le monde. Deuxième phase, non, mais c'est que ça devient sérieux, mais qui va garder les gosses? Et la troisième phase, oui, c'est évident, le vote des femmes, c'est évident. Donc on est sur les crypto-monnaies bien dans ce cadre-là. Maintenant, ça a commencé à faire rigoler quand on a vu le Bitcoin à 17 000, 18 000, presque 20 000. Maintenant, on commence à avoir peur, entre guillemets peur, parce qu'on se dit mais comment ça se fait? C'est pas géré par une banque centrale, c'est soutenu par personne. Et puis les États, c'est du manque à gagner. D'ailleurs, on peut remarquer
que les États commencent aussi à s'y intéresser. Parce que justement, ils sentent bien qu'il y a une perte de profit pour les États importante et ils commencent. Et pour moi, c'est une des questions, c'est comment est-ce qu'un État, alors soit il laisse faire, soit il essaie de légiférer. Bon, on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas pour nous en France, on voit bien, là, Bruno Le Maire, il a commencé il y a quelques années par dire bon, bah, c'est de la foutaise, quoi. Et maintenant, on voit bien qu'il commence à regarder le sujet, à travailler. Il y a des gens qui travaillent dessus à Bercy, donc c'est vraiment tout à fait sérieux, quoi. Alors après, effectivement, c'est un problème de temps qui va sans doute prendre peut-être même une décennie ou plusieurs. Mais bon, dans vos plans, bon, vous êtes jeune, c'est vrai. Mais bon, on ne va pas attendre quelques décennies avant que les fruits arrivent, quoi. Ben, en fait, j'ai tout simplement l'impression de revivre ce qui s'est passé avec France Chef TV. Entre l'idée qui date de 2004, constatant que l'empire télévisuel était sur le point de chuter, sur le point, c'était un peu optimiste parce que voilà, on est même pas encore à mi-chemin et on est 15 ans plus tard. Je pense que la télé aura totalement disparu dans les 10 à 15 ans qui viennent. Et là, je pense que je suis peut-être même optimiste de calculer de la sorte. C'est en fait, j'ai l'impression de redémarrer le même cycle en fin de compte, quoi. Ouais. Voilà. Et ouais, les crypto-monnaies seront généralisées peut-être même un peu plus rapidement parce qu'il y a des acteurs technologiques installés qui vont accélérer le processus. Ouais. Je parle notamment de Facebook ici. Mais oui, ouais, 10-15 ans et je pense qu'on prendra les modèles traditionnels pour une vieille histoire. Ouais. Alors justement, puisqu'on parle de Facebook, on parle beaucoup de Libra en ce moment, la crypto-monnaie de Facebook. Il y a quand même une différence, enfin, il y a une ou des différences avec les crypto-monnaies que l'on peut connaître aujourd'hui, le Bitcoin, l'Ethereum ou même le vôtre, le stablecoin. Ce que je comprends moi, mais vous me dites quelle est votre idée, c'est que Libra est avant tout, oui, une crypto-monnaie qui est vraiment tout à fait inhérente à Facebook pour le business de Facebook, c'est-à-dire quand on achète de la pub, on va le payer en Libra. Et c'est un moyen aussi j'allais dire, fidéliser leurs clients, un petit peu forcer leurs clients à rester avec eux. Non, je ne pense pas que ce soit une monnaie qui soit fidélisante pour l'utilisateur, en ce sens que la majeure partie du business de Facebook, ça reste des grands comptes et allez, ils vont payer ça avec des comptes entreprises, des cartes de crédit, des choses comme ça. En fait, je pense qu'ici, Facebook a été obligé de réagir tout simplement parce que la deuxième messagerie mondiale, Telegram, a fait une ICO pour insérer un système de paiement en crypto. Et étant donné qu'ils ont une base d'utilisateurs, ils sont entre 100 et 200 millions, si Facebook ne réagissait pas, c'est un acteur qui aurait pu potentiellement être extrêmement dominant assez rapidement. En fin de compte. Oui. Maintenant, ils ont pris le problème un petit peu à l'envers, en ce sens que le plus grand danger des crypto-devises, c'est évidemment qu'elles commencent à remplacer les monnaies étatiques. Et ça, la Réserve fédérale et les États-Unis font tout ce qu'ils peuvent pour contrer. Et c'est pour ça que je pense qu'ils se sont lancés dans un coin donc stable, comme on l'appelle, indexé sur le dollar, qui n'est pas en tirage limité, qui n'est pas coté sur les marchés, mais qui a les avantages d'une devise numérique pour les transferts internationaux, pour le remplacement des monnaies du tiers-monde. Par contre, tout ce qui est du cash digital, dans la mesure où chaque utilisateur de WhatsApp est connu déjà par son numéro de téléphone, et puis alors, étant donné que le mastodonte que Facebook représente, on doit respecter toutes les réglementations en termes de KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, c'est-à-dire identification des utilisateurs, eh bien là, ce sera un peu moins utilisable, on va dire. Ouais. J'avais bien, enfin, je m'étais dit en voyant tout ça qu'il y avait effectivement des particularités inhérentes à Facebook, mais
de ce que vous dites, c'est que pour vous, Facebook a créé cette monnaie pas tellement, enfin, ils sont pas novateurs sur le sujet, mais c'est pour contrer Telegram, par exemple. Tout à fait, oui. Ouais, ouais. Alors revenons un petit peu à la cuisine, si vous voulez bien. Je veux Est-ce, bien. est-ce que vous avez, quand vous étiez petit, des souvenirs de cuisine que votre mère ou votre père, vos grands-parents faisaient, qui vous ont marqué? Alors, oui, quand j'étais petit, ma maman était médecin et mon papa ingénieur, donc ils travaillaient tous les deux beaucoup. Donc, j'ai été principalement dans ma tendre enfance éduqué par mes grands-parents. Oui, ma grand-mère avait l'habitude de me cuisiner des petits plats que j'ai toujours en tête. J'en ai d'ailleurs parlé avec Michel Trama lors de son interview pour notre premier magazine. Et il dit on peut utiliser toutes les techniques modernes de cuisson, ça ne remplacera jamais l'amour d'une grand-mère quand elle est en train de préparer votre plat, quoi. Donc oui, j'ai un souvenir assez indélébile de cette période. Pardon. Ah oui, ça détermine un peu parfois la vie qui suit, hein, quand même. Ah ben clairement, parce que bon voilà, quand vous avez une famille amateur de restaurants qui vous fait découvrir aussi les belles tables, et puis qu'un jour, par le fruit du hasard, vous avez l'opportunité professionnellement de recôtoyer ce monde-là, bah oui, ça ravive des souvenirs d'enfance et ça facilite le fait de tomber amoureux du secteur et de vouloir y dédier sa carrière, quoi. Oui, mais ça veut dire qu'on sait un peu de quoi on parle quand même en voyant faire la grand-mère. On sait ce que c'est qu'un ingrédient, on sait ce que c'est qu'un œuf, qu'une pomme de terre, qu'un poireau, qu'une carotte. Donc ça permet en fait, ça fait des repères, je trouve, et qui servent beaucoup par la suite. Ah ben c'est sûr, quand vous êtes un petit peu gâté du côté du palais, ça vous suit toute votre vie, quoi, hein, ça, c'est sûr. Et avec vos enfants, vous cuisinez avec, enfin, ou est-ce qu'ils cuisinent avec vous? Ah, eh bien, écoutez, pour être honnête avec vous, j'ai cuisiné tous les jours pendant 15 ans avec la maman de ma fille et puis bon, ma fille après sa naissance. Et depuis ma séparation, je n'ai quasiment plus jamais touché une poêle en fin de compte, quoi. Comme quoi, c'est contextuel, on va dire. Contextuel, pardon. Oui, absolument, mais bon, on a d'autres choses à faire, hein. Non, Comment? c'est pas ça. C'est juste que voilà, je n'aime pas de cuisiner pour moi. Et puis parce que bon, je voyage beaucoup pour mon travail. Quand j'ai la chance d'être avec ma fille, ben, elle aime bien que je l'emmène dans les restaurants. Donc, on passe plus de temps à sortir que derrière les fourneaux. Ouais, ouais, j'imagine bien. Alors, justement, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la cuisine? Alors, je vais employer un terme qui n'est pas du tout péjoratif parce que les cuisines populaires. Parce qu'en France, il y a un observatoire des cuisines populaires, ça existe, hein. D'accord. J'ai découvert ça à propos de la fête de la gastronomie il y a 3 ou 4 ans, où le président de l'observatoire des cuisines populaires était parrain de la fête de la gastronomie. Alors, donc c'est une cuisine de tous les jours. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce que l'on va manger au quotidien? Ben, je pense que le grand public étant tellement impacté par les médias de masse et toutes ces compétitions culinaires, sans parler de la mienne qui n'est pas encore connue en France, mais je parle évidemment de Top Chef, ça influence d'une part la ménagère à domicile, surtout quand elle reçoit, mais ça influence d'autant plus les professionnels, on va dire, du domaine de la restauration quotidienne, comme les bistrots, en sachant que tout le monde s'identifie. Donc, la gastronomie déteint énormément sur la cuisine populaire, quoi. Peut-être même un peu trop, parce que finalement, pour manger une bonne côte de veau, on n'a pas besoin qu'elle soit dressée à la latte pour y prendre du plaisir. Mais voilà, visuellement, avec les médias sociaux et la télévision, tout le monde veut jouer au Top Chef, quoi. Tout le monde veut jouer au Top Chef.
Oui, oui, donc ça c'est plutôt positif. Alors, la cuisine de luxe, quand je dis cuisine de luxe, c'est les étoilés. Comment est-ce que vous voyez leur métier dans 5, 10, 15 ans? Il y a deux hypothèses. La première, c'est que si on arrive à mettre en place notre projet et faire en sorte que la cuisine devienne un sport, voire même un sport ultra médiatisé, Hmm. ça risque d'avoir un impact en ce sens que voilà, il faut comparer la vie de l'entrepreneur aujourd'hui en restauration, entrepreneur à succès, et la vie des grands sportifs. C'est pas du tout les mêmes économies d'échelle. Ouais. Parce qu'il faut savoir que même en très haute gastronomie, c'est pas toujours évident d'équilibrer les comptes en fin de compte. Hmm. Euh, Ouais. des gros navires, il y a vite 50 à 100 personnes qui y travaillent. Les marges d'exploitation sont de l'ordre de 5 à 10%. Dès qu'il y a une petite baisse de fréquentation, on boit le bouillon, sans citer de nom évidemment. Donc ils cherchent tous des produits dérivés, que ce soit des livres ou des bistrots. Et donc si ici, sur le plan médiatique, il y a une carte à jouer, ça risque de peser très lourd sur le secteur. Maintenant, ça c'est dans l'hypothèse où on arrive à accomplir nos projets. Maintenant, indépendamment de ça, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que la haute gastronomie, médiatiquement, va de toute façon accumuler de plus en plus de notoriété. Ouais. Parce que les médias sociaux, en particulier Instagram, qui aujourd'hui, allez, Instagram vient de passer le milliard d'utilisateurs, c'est le média social du food porn, donc du fait de comment dire partager avec ses amis, ses amis internautes ce qu'on est en train de déguster. Bon, au jour d'aujourd'hui, 90% des utilisateurs d'Instagram ont moins de 35 ans, donc c'est pas encore un public ultra gastro. Hmm. Une fois que ce public-là va traverser les années, eh bien, le food porn gastronomique est encore un petit bébé, on va dire. Ouais. Mais une fois que le food porn gastronomique va véritablement exploser dans 5, 10 ou 15 ans, Hmm. et bien là, la haute gastronomie va avoir un moteur médiatique qu'elle n'imagine pas encore. Ouais. Oui, d'autant qu'aujourd'hui, enfin, je suis aussi beaucoup les réseaux sociaux, je regarde souvent les chefs, ils n'utilisent pas vraiment les réseaux sociaux. Ils sont présents, oui, communiquent de temps en temps. Ils n'ont pas de politique de communication sur les réseaux sociaux, à part quelques-uns. Non, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est très intéressant pour les Toubans parce que, je vais dire, Instagram, quand vous n'avez pas 10 000 followers, je veux dire, l'impact économique est négligeable en fin de compte. C'est pas ça qui va renverser la vapeur. Par contre, une fois que vous commencez à avoir plus de 10 000 followers, voire même pour certains 50, 100, 200, 500 000 comme Monsieur Ducasse, et ben là, c'est ultra impactant sur votre chiffre d'affaires. À partir du moment donné où vous jouez dans des marges qui sont aussi faibles que celles de la haute gastronomie, et ben un outil médiatique de cet impact va faire toute la différence. Par contre, pour gérer des réseaux sociaux, bah, il faut un community manager presque à temps plein, Absolument. dédié. Et ça, c'est un poste important, voire très important, que les restaurateurs n'ont pas eu l'habitude de mettre au bilan. Donc, il faut y consacrer plusieurs milliers d'euros par mois. Mais une fois que c'est bien fait, ça peut renverser la vapeur. Enfin. Absolument, comme vous le dites, c'est ce qui se passe pour Alain Ducasse, c'est ce qui se passe pour Anne-Sophie Pic, qui est pas très loin de chez moi, qui est effectivement avec son époux, ils ont tout compris comment ça fonctionne. C'est plus facile à amortir quand vous avez 5 ou 10 restaurants, quand vous en avez un, en fin de Ah, compte. absolument. Investir 3 000 euros par mois dans un community manager quand vous avez un restaurant, bah, on se dit non, je préfère avoir un membre dans ma brigade ou un membre en salle en plus. Quoi. Ouais, Alors qu'un bon community manager peut vraiment générer 10, 15, 20% de chiffre ouais, d'affaires supplémentaire et faire toute la différence au bilan de fin d'année. absolument. Est-ce que vous avez, vous, une idée sur la formation des métiers de bouche, alors qui se passe en France, parce que bon, la France est un peu particulier dans le domaine de la bouffe, ou même chez vous
en Belgique. Comment est-ce que vous voyez la formation des jeunes ou des moins jeunes? Parce qu'on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de gens qui repartent, qui sont médecins, ingénieurs, et qui repartent dans des métiers de bouche. Comment est-ce que vous voyez la formation? Est-ce que vous trouvez qu'elle est adaptée? Comment est-ce que vous la voyez évoluer? Qu'est-ce qu'on va avoir besoin de... Comment vont se positionner ces gens dans un restaurant, dans un bistrot, dans un grand restaurant? Bon, alors là, ici, sur cette question, je vais pas pouvoir répondre de façon précise pour la bonne et simple raison que c'est vraiment pas mon côté du métier. Moi, D'accord. je m'occupe principalement de la vitrine. Par contre, très honnêtement, ce que je peux constater, je vais simplement rebondir sur la précision que vous venez de faire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les métiers de bouche s'apprennent à un jeune âge, voire un très jeune âge, et donc sont adaptés pour former un personnel de base. Par contre, pour les personnes qui veulent rebondir à un stade plus avancé de leur carrière, qui ont la possibilité financière d'effectuer l'investissement d'un établissement, eh bien là, je pense que c'est plus difficile de trouver des instituts qui vont tourner à l'ensemble de la question. Parce que l'ensemble de la question d'un restaurant, ça passe par du recrutement de personnel, ça passe par de la communication, ça passe par de la gestion. Je veux dire que du jour au lendemain, vous allez vous retrouver non pas comme un corps de métier qui commence comme indépendant et puis qui prend un apprenti et puis deux et puis trois et puis qui vit son succès. Non, pour faire tourner un restaurant, vous passez de 0 à 10 personnes presque du jour au lendemain. Ça, si vous partez du principe que vous allez l'apprendre sur le tas, je pense que ça risque de vous coûter très cher. Et là, je ne connais pas enfin, maintenant, je n'ai pas creusé la question parce que ça ne fait pas partie de mes opportunités, mais je ne connais pas ou peu d'établissements qui vont véritablement pouvoir vous donner toute la formation nécessaire pour ne pas se planter, directement. Oui, c'est un peu pour ça qu'en général, ils font une espèce de tour comme les compagnons, quoi. On travaille chez un tel, on va travailler chez un tel 6 mois là pour acquérir, pour se perfectionner, quoi. Ça va vous donner le tour de main. Oui, tout à fait. Mais pour être capable de gérer un restaurant, en gros, ce sera plus facile si vous avez déjà géré une entreprise, que vous avez déjà eu de l'engagement personnel et que vous connaissez tout ça. Mais si vous êtes médecin, que vous avez 200 000 euros derrière vous, vous vous dites que tiens, un restaurant, ça va être sympa, je vais voir du monde et je vais mieux m'amuser. Il n'y a pas d'endroit où vous allez pouvoir apprendre à réussir du premier coup. Absolument, on est bien d'accord. Ça m'amène à l'évolution des grandes maisons de cotation. On parlait de TripAdvisor tout à l'heure, mais moi je pensais à Michelin. Comment est-ce que vous voyez l'évolution ou les métiers de Michelin? Comment est-ce que ça va évoluer? Alors, la question est un peu double. Si on dit les métiers de Michelin, à savoir Michelin et les autres. Pardon, oui, non, je pensais au guide. Hein. Oui, pardon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que la question est particulièrement pertinente, en ce sens que aujourd'hui, on a une dichotomie entre les guides spécialisés avec des inspecteurs et de l'autre côté des TripAdvisor et du monsieur et madame tout le monde qui y va de sa cotation. Maintenant, ça existe, je pense, depuis suffisamment d'années pour que le grand public se rende compte que TripAdvisor n'est pas capable de coter les grandes maisons. On va regarder le meilleur restaurant de Paris, on va se retrouver, où je vais dire, je n'ai pas la ville en tête, mais j'ai eu le cas récemment d'un bar à vin qui sert des planchettes de fromage, tout simplement parce que l'utilisateur donne un avis général sur l'expérience qu'il y a vécue, le rapport qualité-prix qui est finalement le point dominant de la cotation au-delà de la qualité du produit qui est servi. Et donc, du coup, on se rend bien compte que TripAdvisor est tout à fait inefficace sur la haute gastronomie. Enfin, parallèlement à ça, vous avez les guides avec des inspecteurs qualifiés.
où là, ben, forcément, face aux mastodontes Internet que sont TripAdvisor, OpenTable aux États-Unis ou d'autres, ils sont un petit peu étouffés, à tel point qu'au jour d'aujourd'hui, je ne considérerais même plus Michelin comme un support de cotation de restaurants, pour la bonne et simple raison qu'il ne cote même pas 1% des restaurants, alors que TripAdvisor cote 90% des restaurants. Finalement, pour moi, Michelin, c'est plus les Oscars de la gastronomie, où on va récompenser les meilleurs. Si je veux un petit restaurant, j'utiliserais plus volontiers TripAdvisor que de chercher un bib gourmand ou des fourchettes. Par contre, dans le domaine des étoilés, ils sont tout à fait irremplaçables et indéboulonnables pour la bonne et simple raison qu'ils sont sponsorisés par les pneus. Maintenant, les autres guides, à mon avis, sont en grande difficulté et ça ne risque pas de s'arranger. C'est pour ça que quand vous disiez les Michelin, j'ai envie de dire, il n'en restera plus qu'un. Ouais. Par rapport à votre projet, fatalement, vous allez, par le biais des cotations, faire une sorte de notation, faire un peu le boulot du Michelin ou de TripAdvisor. On ne fera certainement pas le boulot de Michelin. Non, ça j'ai bien compris. Voilà, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Parce que monsieur et madame tout le monde n'est pas capable de donner une cotation d'inspecteur. Il n'y a que les experts qui sont vraiment capables de discerner l'excellence. Enfin, bien sûr, mais la personne qui va aller avec son appli Tablecoin sur son iPhone ou sur son smartphone, il va chez le restaurateur, il prend en photo l'assiette, oui. Il met, je ne sais pas s'il y aura des étoiles ou la possibilité de mettre des commentaires, donc il fait une cotation. Du plat, tout à fait, oui. Du plat, entendons-nous bien, de l'assiette. Voilà. Donc, nous, en fait, l'idée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un des premiers contenus sur les médias sociaux, c'est ce qu'on appelle le food porn, le fait de photographier son assiette avant de le partager avec vos amis internautes. Et donc, c'est ce contenu-là qu'on veut intercepter en invitant l'utilisateur à coter les plats, exactement comme les juges dans nos émissions vont coter les plats des équipes. Enfin, et donc, de ça, va ressortir une information qui est un peu plus pertinente, tant pour les utilisateurs que pour le propriétaire du restaurant. C'est que vous allez pouvoir savoir quel est le meilleur plat d'un restaurant. Parce que même dans votre restaurant favori, vous n'aimez pas tous les plats, tout simplement. Absolument, oui. Donc, vous avez raison de dire que l'application va concurrencer TripAdvisor. Par contre, en ce qui concerne Michelin, je ne pense pas. Oui, non, mais effectivement, tous les gens, comme vous le dites, tous les gens ne sont pas des inspecteurs. Et puis Michelin a ses critères de notation qui sont sans doute beaucoup plus professionnels que Monsieur Tout-le-Monde qui lorsqu'il va au restaurant. Oui, non, ils ont une armée d'inspecteurs répartis partout sur la planète. Ils sont les mieux placés pour déceler les talents de demain, même si ce n'est pas le seul système sur le marché. Le 50 Best, on va dire, est connu et reconnu, mais en fin de partie, le 50 Best met en lumière, vis-à-vis vraiment du très large public, un restaurant par an. Tout le monde entend parler du premier et je vous mets au défi de faire un dico-trottoir et de trouver quelqu'un qui va vous citer le second. Enfin, et un restaurant par an, c'est un peu peu pour les quelques millions de gastronomes que comporte la planète. Je pense même que si on va sur Facebook, sur les 2 milliards d'utilisateurs, il y a 1,3 milliard de foodies, comme on les décrit. Donc, c'est très bien pour le premier. Je félicite d'ailleurs mon ami Mauro qui vient de le décrocher. Je le refélicite parce qu'évidemment, j'ai eu l'occasion. Mais encore une fois, voilà, ce système-là est moins adapté que le Michelin, qui pour moi restera la Bible indéfiniment. Oui, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur votre campagne marketing auprès des restaurateurs, et il y a en France un certain nombre
de professionnels, de coach culinaire. Donc ça veut dire que là aussi, vous allez avoir un travail à faire avec eux, puisque c'est eux qui, entre guillemets, qui peuvent porter, enfin, ils font partie des gens qui peuvent porter votre parole. Vous avez une réflexion sur le sujet? Pas encore, mais si vous précisez un peu votre question, je devrais pouvoir trouver une réponse. Je vois, mais vous aussi sans doute, un certain nombre d'entreprises ou de cabinets de coaching culinaire. Oui. Et donc, ces gens-là apportent leurs conseils aux restaurateurs. Donc, ça veut dire qu'ils sont aussi éventuellement prescripteurs. D'accord. Et donc là, vous parlez du Tablecoin. Oui. Ok. Si je devais passer par un intermédiaire pour représenter le Tablecoin, je pense que ça ira plus vite via l'informaticien du restaurant que via le coach culinaire. Ouais. Oui. Sans critique aucune, c'est juste que l'outil de base qui va servir à coter les plats et à payer sera assez intuitif, on va dire. Mais plus tard, à partir d'un moment donné, on aura un volume de données suffisant que pour apporter de nouvelles réservations. Là, ça va devenir un outil un tout petit peu plus complexe qui sera plus facile à apprendre à des gens qui gèrent l'informatique du restaurant plutôt que ceux qui assistent à la cuisine. Je vous comprends un petit peu. Alors, on va un petit peu me tromper, vous avez peut-être raison. C'est peut-être vers les coachs culinaires qu'on devra se tourner. Mais je ne pense pas que tous les chefs ont un coach. Par contre, tous les chefs ont un conseiller en informatique pour faire la caisse, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors oui, votre réflexion est juste. Tous les restaurateurs n'ont pas un coach. Cela dit, les gens, dès que le restaurateur veut faire une cuisine un petit peu plus élaborée, je pense quand même qu'il est obligé de passer par un coach. C'est sûr. Parce que le coach, bon, il a une vision d'ensemble par rapport à... Bon. Et ça me paraît difficile que vous échappiez à ces gens-là, quoi. Même si je comprends parfaitement votre réflexion, l'informaticien sera largement beaucoup plus capable d'expliquer comment tout ça fonctionne. Mais dans la philosophie, vous voyez. Mais je vais retenir l'idée et on testera les deux. D'accord, super. Le bio, j'aimerais bien qu'on parle du bio avec vous, de l'agriculture, les poissons, la viande. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, vous, le bio? Alors, il y a le bio pour le client qui peut se le permettre, c'est évidemment l'idéal. Pour un restaurateur qui veut fournir un produit de qualité, compte tenu de la rotation d'un bon restaurant, c'est indispensable, je pense, parce que bon, le problème du bio, c'est que il faut gérer un peu mieux ses courses, hein, ça reste moins longtemps dans le frigo, donc c'est pas toujours adapté aux gens fort occupés comme moi, par exemple. Et donc voilà. Après, ici, je vais surtout rebondir sur la partie protéines, parce que je pense que c'est un beaucoup plus grand problème que le bio, étant donné que voilà, la première source de CO2 au monde et la première cause de réchauffement climatique, c'est évidemment notre consommation de viande bovine. Et là, quand on se penche sur les chiffres ou sur des documentaires comme Cowspiracy, on comprend que l'humanité est sur le point de se prendre un mur uniquement pour le simple fait qu'on mange trop de bœuf. Alors après, je ne suis pas vegan, j'ai beaucoup de respect pour leur démarche, mais je pense qu'en termes de calendrier, c'est un petit peu utopique. Parce qu'on a quelques dizaines d'années devant nous pour changer nos habitudes et faire passer, je vais dire, une partie substantielle de l'humanité au véganisme ne sera pas faisable, même avec les meilleurs taux de croissance imaginables et une explosion exponentielle. Donc, je pense que ce qu'on doit faire,
C'est tout simplement réduire notre consommation de viande bovine, travailler davantage sur la qualité. Un petit peu l'exemple japonais, en fin de compte, qui connaissent une surpopulation depuis de nombreuses décennies, et la façon dont eux consomment le bœuf, c'est-à-dire un bœuf d'une qualité ultime dans des quantités minimales, c'est vers ça qu'on doit tendre. Et Oui. vraiment, un des objectifs qu'on veut mettre en place dans nos concours, c'est de travailler médiatiquement là-dessus, en fin de compte. Oui, oui, j'ai organisé l'année passée pour la fête de la gastronomie un repas japonais. J'ai fait venir un chef parisien qui s'appelle Eric Tikana, que je connais bien. Et effectivement, il allait chercher de la viande d'un bœuf japonais, oiseau, oui. Wagyu. Oui, oui, voilà. Pardon pour la prononciation. Et donc c'était ça l'accent. Et en fait, le message, c'est ce que vous venez de dire, mangeons moins de viande, mais de bien meilleure qualité. De toute façon, si vous voulez de la viande de qualité, ben, vous ne pouvez pas faire de l'élevage en batterie. Dans le cas du Wagyu, ben, évidemment, en plus, la nourriture qui lui est donnée, les conditions d'élevage sont top pour l'animal. Donc, en fin de compte, moi, je vais dire que je n'ai pas de peine pour l'animal si on a décidé qu'il devait arriver en fin de vie, parce que si on ne devait pas le consommer, il n'aurait même pas eu l'occasion de vivre. Tout ce qui compte, ce sont ses conditions de vie, en fin de compte. Donc, s'il a pu vivre heureux toute sa vie, ben, je pense que c'est le meilleur respect qu'on puisse lui donner, quoi, en fin de compte. Quand on voit les conditions d'élevage du Wagyu, au Japon, enfin bref, partout on en fait, que ce soit pour le bœuf lui-même ou pour faire de la mozzarella, enfin du falafel, des choses comme ça, c'est le rêve pour l'animal. Enfin, je préfère nettement ça ou un élevage fermier où les bêtes ont de l'espace, vivent heureux toute leur existence, que du véganisme. Ouais, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. On s'achemine vers, ça fait déjà une bonne heure, même plus, hein, qu'on parle. Ah ben, attention. Est-ce que vous voulez nous parler de vos prochains événements pour qu'on ait bien en tête ce qui va se passer pour vous, les grandes compétitions prochaines? Alors, donc là, ici, on est en train de clôturer notre levée de fonds pour le match à New York, qui sera donc entre les États-Unis et la Chine. Prévisiblement, c'est vraiment une fois que la levée de fonds sera clôturée qu'on pourra mettre une date dans le semestre à venir, donc prévisiblement premier trimestre 2020. Et à partir de ce moment-là, on pourra reprendre notre baluchon à Manhattan pour lever l'investissement suivant pour le championnat international qui, lui, se passera à Pâques 2021 dans le meilleur des cas. Très bien. Donc, on a noté. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Viatour? Je pense qu'on a déjà fait un bon gros tour, là. Preuve d'imagination pour encore rajouter quelque chose ici. Si vous aviez un message. Un message. Je voudrais d'abord vous poser une question parce que je ne connais pas bien votre auditoire et donc je voulais savoir tout simplement avant de faire un message à qui je m'adresse plus particulièrement. Eh bien, par définition, comme mon podcast s'appelle Les Amis de la fête de la gastronomie, c'est plutôt des personnes qui sont intéressées par la cuisine. Et un peu partout dans le monde, quand je regarde les statistiques, alors vous serez le 15e, le numéro 15, l'épisode numéro 15. J'ai commencé en décembre 2018, donc c'est encore tout neuf. Les statistiques montrent les épisodes pour le moment sont lus aux alentours de 160 personnes, 180, 200 personnes. Et ça se passe un peu dans beaucoup de pays, la France bien sûr, les États-Unis beaucoup,
la Corée du Sud, l'Allemagne, Corée du Sud, j'ai été très surpris, l'Allemagne, le Japon, le Canada, en Amérique du Sud aussi. Donc, bon, pour le moment, ce ne sont pas un grand nombre d'écoutes, mais bon, je me dis que là aussi, les choses progressent. Et sur ce podcast, je travaille un petit peu avec un podcast, avec deux podcasteurs. Il y en a un deux qui sont belges aussi, enfin un podcast qui s'appelle parlercuisine.com. Alors, c'est Marc Bergeret qui vit à Londres et Guy qui vit à Bruxelles. Ils font un très bon podcast par les cuisines, voilà. Et en fait, j'ai démarré le podcast, je vais vous dire, parce que j'ai commis, comme vous l'avez fait, un bouquin qui s'appelle « Je cuisine un jour bleu ». Alors avec un garçon qui est un autiste Asperger qui s'appelle Joseph Chovanec. Et donc, Marc avait vu ce bouquin à Londres et il m'a appelé pour me demander est-ce que vous accepteriez qu'on fasse un épisode sur Je cuisine un jour bleu. Évidemment. Et en fait, dans la discussion, il me dit mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un podcast pour les amis de la fête de la gastronomie. Donc c'est parti un petit peu comme ça. Et puis pour la technique du podcast, je travaille, j'écoute beaucoup un Canadien, un Québécois, qui s'appelle Marco Bernard, qui lui fait des podcasts sur comment est-ce qu'on monte un podcast, comment toute la technique autour du podcast. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, les podcasts que j'écoutais, c'était plus des émissions, vous voyez, hein, comme un replay pour les vidéos, sur France Musique, sur France Culture, ou même d'autres radios qui sont très intéressantes. Mais je ne savais même pas que ça existait, un podcast natif comme ce que l'on est en train de faire. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait. Donc pour le moment, pour en venir à votre question, c'est un petit auditoire pour le moment. Plutôt cuisine. D'accord, ok, parfait. Bon, alors je vais faire deux remarques. La première, c'est que ici on a survolé de la façon la moins technique possible les aspects de devises numériques. Donc, s'il y a des curieux sur le sujet ou des personnes un peu plus expertes qui ont des questions plus précises, qui n'hésitent pas à me contacter par email à olivier@francechef.tv en un mot au singulier. Et alors, je vais aussi faire la deuxième remarque pour tous ceux qui sont intéressés de venir participer à l'événement, que ce soit de New York, s'il y a des Américains qui nous écoutent, ou du championnat international qui aura lieu à Bruxelles, je me ferai un plaisir de tous les inviter. Formidable. Merci Olivier Viatour pour ces informations. Je vous remercie infiniment. Mesdames, Messieurs, mes amis de la fête de la gastronomie et tous les autres, bien entendu, on a vécu un moment extrêmement sympathique avec Olivier Viatour. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et surtout, on a appris beaucoup de choses. Merci Olivier Viatour et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci encore Olivier Viatour de vous être livré à cet exercice du podcast sur ce thème, quand la cuisine devient un sport. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes intéressées par ce sujet et le sujet des crypto-monnaies. Vous allez être interviewé, j'imagine. Le prochain épisode sera le numéro 15 et je recevrai encore et toujours une personne extraordinaire dont la marque et devise est pleinement moi. Pour me contacter, mon mail claudecarin@gmail.com, ma page Facebook Claude Carin, la page Facebook du podcast des Amis de la Fête de la Gastronomie. En attendant, continuez de manger avec plaisir et modération. Je vous remercie infiniment d'être à l'écoute de notre podcast. Merci à vous et à très bientôt dans l'épisode numéro 15. I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. Gonna lay around the
shack till the mail train's back and rolling the sweet papers on. Rolling the sweet papers on. Rolling the sweet papers on. Halfway around the shack till the mail train's back and rolling the sweet papers last Friday night while I was lying in jail, walking the streets with another man, wouldn't even go my bell. Rolling the sweet baby song, rolling the sweet baby song. I'll lay round the shack till the train comes back and rolling the sweet baby song. In the old cotton mill, watching old money rolling. Rolling the sweet baby's arms, rolling the sweet baby's arms. I lay round the shack till the train comes back and rolling the sweet baby's Mama's a beauty operator, sister can weave and can spin. Dad's got a job in the old cotton mill, just watching that money roll in.